la parole au premier intervenant, c'est le professeur Mko Kansenda, politologue, qui est au département de sciences sociales et de sciences politiques et administratives à la faculté des sciences sociales. Il va plancher sur la décentralisation et les aspects de l'atomisation du pays. À l'entame de mon propos, je tiens à remercier et à féliciter les organisateurs de cette importante rencontre débat. J'ai cité d'abord le professeur Milala, directeur du crèche. Je cite ensuite M. Moulumba Freddy, ADG du groupe de presse Le Potentiel et de Télé 7. Je suis particulièrement satisfait de la formule assignée à cette rencontre, car face à une thématique aussi complexe qu'est la balkanisation, seule cette formule du panel permet la complémentarité et la richesse des points de vue ou de regard. Il m'a été demandé de plancher sur la décentralisation et les aspects de l'atomisation du pays. J'ai jugé bon de recadrer quelque peu cet intitulé parce que je préfère plutôt vous parler de l'expérience congolaise de la décentralisation et le double scénario de son atomisation, centrifuge et centripète. Je ne suis qu'un modeste chercheur. Il n'entre pas dans mes intentions à travers cette communication de me livrer ni à la science-fiction, ni à la prédiction, ni à la prophétie, encore moins à la divination. Je me propose plutôt de conjecturer sur le futur probable de notre politique de la gouvernance décentralisée, érigée constitutionnellement au rang d'une décentralisation à la fois politique et administrative, cela à l'aune d'un exercice de réflexion prospective et stratégique. À la manière de toute étude de prospective politique ou administrative, moyennant ce qu'un auteur comme Gérard Timsit appelle l'archéologie administrative, j'entends identifier et formaliser des situations, des réalités et des faits pertinents qui caractérisent la gouvernementalité congolaise. L'articulation de cet exposé en 2 points, dont le premier consacré aux tendances lourdes du mode de gouvernance étatique à l'œuvre et l'autre à l'analyse du double scénario d'atomisation politico-administrative. À titre supputatif, l'hypothèse de base qui soutient cette réflexion peut être formulée comme suit. La politique et ou l'expérience de décentralisation qui, comme la nôtre, fonde son référentiel, son imaginaire ainsi que son encadrement technique, matériel et financier dans l'extranéité, sans bénéficier de la moindre appropriation interne, demeure et demeurera constamment hypothéquée par les enjeux propres aux acteurs externes ou internationaux en tant que véritable maître du processus.
invite aux acteurs locaux d'y intervenir eux aussi, quand ils le peuvent, chacun avec comme seul objectif le renforcement et la sauvegarde des postures politiques acquises. Postulat ou évidence du mode de gouvernance politique. Dans ce premier point, nous inspirant de certains de nos écrits, consacrés précisément à la problématique de la gouvernance, de la gouvernementalité et même de la gouvernabilité, nous allons présenter succinctement les évidences qui caractérisent significativement notre mode de gouvernance politique et administrative, à savoir, d'abord sur le plan politique, on est en présence d'une gouvernementalité de la violence, de la crise, de la prédation et de la dépendance. Deuxième évidence, c'est que le processus de démocratisation voulu erratique reste voulu erratique parce que fait d'impolitique et d'imposture politique au sens d'une démocratie peu légitime, mutilée, procédurale, incantatoire et donc superficielle parce que sans ancrage social et qui, dès lors, a besoin des exigences fortes en termes de participation synergique, d'offres et de demandes des mots politiques. Sur le plan des réformes administratives et institutionnelles, parce qu'il y en a eu beaucoup, hier comme aujourd'hui, celles-ci restent marquées par, d'abord, leur déficit en termes de guidance et de cohérence de trajectoire. Parce que ce sont des réformes qui sont souvent dictées par la conjoncture ou par les crises. La plupart de ces réformes, elles sont nombreuses, je disais, se sont avérées comme étant des réformes clés à main, pensées et légitimées au Nord, sous l'enseigne idéologique de la mondialisation néolibérale. Elles sont transférées, imposées, greffées, et donc non émergées ou non internalisées, parce qu'elles sont conçues ou elles sont conçues parfois comme des simples expérimentations. Les personnes ignorent que nos pays sous-développés en Afrique particulièrement sont devenus des espaces d'expérimentation des concepts, des expériences, etc. Elles sont également utilisées par le pouvoir local à l'effet de se positionner comme bon élève ou bon client sur le marché juteux de l'aide au développement. Et en même temps, elles sont parfois instrumentalisées par le même pouvoir pour des finalités qui ne sont pas toujours en concordance avec leur référentiel véritable. À l'exemple de toutes les autres réformes issues des bailleurs et des multibailleurs, elles sont fondamentalement induites par le paradigme de la dépolitisation et donc de la technobureaucratisation de nos États et de notre développement, cherchant ainsi à gommer la complexité des réalités sociales et politiques et à construire ou à prétendre construire un monde sans contradiction, sans opposition ni conflit. Pour tout dire, cette expertise en développement venue d'ailleurs se transforme ainsi en une machine apolitique ou antipolitique, voire antidémocratique. Un dernier point d'évidence d'ordre empirique à noter, c'est que, au jour d'aujourd'hui, les seuls 5 ministères où est conduite l'expérience de décentralisation, tant au niveau des administrations centrales que provinciales et locales, sont totalement pris en charge respectivement par la coopération technique belge, le PNUD et la Banque mondiale.
c'est dire que le gouvernement congolais est complètement hors jeu. Il est tout à fait absent dans ce qui se conçoit et se réalise sur son territoire national, dans ces domaines prioritaires. Les ministères concernés sont intérieur, décentralisation, agriculture, santé publique, enseignement primaire, secondaire et professionnel et développement rural. Dans la même optique d'externalisation de l'État et de sa puissance, il convient de rappeler que la Banque mondiale a installé ses agences d'exécution dans l'ensemble des ministères du gouvernement central. Celles-ci fonctionnent sous le label des programmes. Elles orientent, contrôlent et suivent tout ce qui touche aux politiques publiques, ministère par ministère, tout en constituant à la fois des administrations parallèles et des bureaucraties sentinelles. Elles exercent, en amont comme en aval, un rôle décisif dans l'arsenal des mécanismes de gestion publique, tout en échappant au regard de l'État. En tant que bureaucratie endo-exogène, elles s'identifient en définitive comme des véritables administrations d'enclave. Deuxième point, nous allons à présent essayer de voir en quoi une expérience de décentralisation de cette nature constitue un instrument d'atomisation. D'atomisation à la fois externaliste ou centrifuge et internaliste ou centripète. Mais pour mieux aborder ce point important, il me paraît utile de faire rapidement un repérage conceptuel. Selon notre compréhension, qui dit atomisation dit morcellement, émiettement, fractionnement ou même balkanisation. Sauf que dans son usage politique ou géopolitique, qui est le plus courant, la balkanisation se conçoit par rapport à l'intégrité des frontières d'un État. Le concept connote quelque part un caractère plus ou moins forcé ou revendicatif. Pour ce qui est de la catégorie atomisation, nous la conceptualisons ici dans une double optique, soit qu'elle est d'origine externe, parce que liée à des sollicitations externes, auquel cas elle peut s'identifier à la balkanisation. Dans le cas contraire, l'on parlera d'un processus d'atomisation internaliste ou centripète, en ce sens qu'elle obéit à des sollicitations endogènes sans que celles-ci présentent toujours et directement le danger de séparatisme. Et pour dissiper tout malentendu, je tiens à reconnaître que le projet de la décentralisation en cours dans notre pays se veut, je dis bien se veut, une décentralisation de consolidation de l'unité et de la solidarité nationale. Il suffit de rappeler que dans le cadre de cette décentralisation, il est prévu, par exemple, la conférence des gouverneurs, il est prévu la caisse de péréquation, et il est prévu également, je ne cite que ces éléments-là, la collaboration entre les assemblées provinciales et le Sénat. Donc cela prouve que, constitutionnellement parlant ou théoriquement parlant, nous sommes devant un projet de décentralisation, d'unification. Et donc, elle ne constitue pas une décentralisation d'atomisation, de séparation ou de désunion. Mais comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte, c'est au regard de son expérimentation, c'est-à-dire de son empirie ou de sa pratique, tout au moins au regard de certains faits et gestes, qu'elle se donne à voir comme un processus d'atomisation politique et administrative. Scénario de l'atomisation centrifuge ou externaliste. En plus de l'histoire raisonnée dont on a déjà parlé,
la prospective, tout au moins en sciences politiques et administratives, a coutume d'utiliser deux autres concepts, le concept de relation et celui de transformation. Pour mieux nous représenter ce premier scénario, il importe dès l'abord de rappeler quelques faits d'histoire raisonnés. Premier fait d'histoire raisonnée, c'est que la création de l'État indépendant du Congo en 1885 résulte de la volonté de partage de l'Afrique par les grandes puissances qui ont reconnu à Léopold II le droit de propriété ou de souveraineté sur un vaste espace riche en ressources naturelles de tout genre et débouchés tant rêvés par le monarque. De nos jours, on nous l'a dit, cette volonté de partage et donc de balkanisation demeure vivace. Deuxième fait d'histoire raisonnée, c'est que les deux sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï, proclamées quelque temps seulement après le 30 juin 1960, sont l'œuvre des Belges. Il en est de même de la décision de l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Troisième fait d'histoire raisonnée, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays indépendants de l'Afrique à avoir été victime à 5 reprises d'interventions étrangères armées. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. À Kinshasa et à Matadi en 1960, lors des mutineries de l'armée congolaise, tout au moins des Congolais qui étaient dans cette armée, à Kisangani en 1964, à Kolwezi lors de la guerre de Chaba 1 et Chaba 2, en 1998 par les troupes rwandaises à partir de Goma, de Kitona jusqu'à Kinshasa, et on peut ajouter la bataille rangée en pleine ville de Kisangani, alors sous l'emprise du RCD, des armées du Rwanda et de l'Ouganda. Quatrième fait raisonné, c'est le dernier, c'est que notre constitution actuelle, je crois que beaucoup le savent, est l'œuvre d'un groupe de professeurs belges de l'Université de Liège. Ces faits d'histoire raisonnée doivent être ineffaçablement gravés dans nos mémoires collectives. Parce que ce sont ces faits-là qui, par rapport au thème dont nous débattons, devraient nous servir de repère, d'imagination ou de constatation de ces conséquences dommageables. C'est que la création par les acteurs internationaux et les puissances étrangères, c'est la création par les acteurs internationaux et les puissances étrangères de nouvelles enclaves et de nouvelles arènes de pouvoir. Nous venions d'en parler. Troisièmement, il y a le fait que nous assistons à l'émergence de l'écart entre pays réel et pays légal, entre pouvoir formel national et pouvoir informel étranger, entre administration officielle et administration parallèle. Quatrième niveau de constatation de conséquences dommageables dues à l'atomisation externaliste, ce sont les clivages et les antagonismes entre intérêt public ou intérêt national et diktat des puissances. Et enfin, un autre élément qui entre en ligne de compte par rapport aux conséquences dommageables, c'est que l'hégémonie qui s'exerce à l'échelle globale, en tant que reflet de la domination internationale, est relayée localement par les ONG, les experts et autres consultants internationaux, avec parfois la complicité des experts nationaux, tous liés par ce qu'on appelle la communauté d'interprétation.
Cet aperçu rapide suffit à démontrer les relations certaines qui peuvent interagir entre, d'une part, une politique décentralisatrice dépourvue d'appropriation et de guidance interne et l'atomisation, l'émiettement ou l'ébranlement des fondements même de la res publica. Pareil registre d'atomisation, de fragilisation, d'essence exogène n'est pas loin d'ouvrir la voie à la balkanisation. Enfin, dernier scénario, c'est ce que j'ai appelé l'atomisation centripète ou internaliste. En fait, l'on est ici en présence d'un scénario de l'auto-atomisation, lequel aligne dans le chef du leadership national, gouvernant, acteur public, un répertoire des pratiques de reniement des objectifs fondamentaux du projet de la décentralisation. Ces objectifs sont connus: rapprochement entre administration et administrés, participation citoyenne, démocratie à la base, développement de proximité ainsi que l'idéal de la refondation de l'État lui-même à partir de ses bases sociales. Et pour illustrer ces pratiques de reniement, je voudrais épingler les phénomènes suivants. D'abord, la question fort connue de la rétrocession des 40%. Cette question, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été résolue telle que l'exige la Constitution. Deuxième point, c'est l'obstination qui consiste à refuser l'organisation des élections urbaines, communales et locales. Troisième phénomène, c'est le détournement éhonté de la rente issue de l'aide qui pourtant est destinée à divers programmes ou projets de réforme. Quatrième phénomène, c'est celui de l'inexistence d'un budget spécifique affecté au programme de décentralisation. Cela existe dans tous les autres pays qui sont engagés, pays africains qui sont engagés dans la décentralisation. Chez nous, vous ne trouverez aucun rond, aucun budget affecté à la décentralisation. Dernier phénomène à signaler, c'est la politisation, la clientélisation généralisée des provinces et des ETD, entités territoriales décentralisées, qu'il s'agisse de la manière dont les responsables de ces entités sont élus, qu'il s'agisse du mode de leur remplacement ou qu'il s'agisse des mécanismes quotidiens de fonctionnement de ces entités. On pourra y revenir avec des éléments de preuve. En n'en point douter, de telles pratiques et de telles forces d'inertie ne peuvent aboutir à autre chose qu'à tuer dans l'œuf le projet de décentralisation et à perpétrer ainsi l'atomisation et la déliquescence des institutions et entités provinciales et locales. À titre de conclusion, et d'un point de vue stratégique et proactif, il est une leçon essentielle qui se dégage de mon propos. Je considère, paraphrasant ainsi Mabika Kalanda, qui disait qu'on ne peut coloniser que celui qui est colonisable, dire qu'on ne peut balkaniser qu'un pays qui est balkanisable en raison de sa propre responsabilité ou mieux de sa propre irresponsabilité. Mais en même temps et assez contradictoirement, puisque là où gît la crise, gît aussi ce qui sauve, pourquoi ne penserais-je pas également que là où gît la menace de la balkanisation, gît aussi la conscience d'y mettre fin et vite. Je vous remercie.
En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes.